Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas familiers des rencontres régulières qu'on fait ici à la boutique. Donc on est un espace de cinéphilie, on vend des DVD, et nous sommes également éditeurs DVD. Et régulièrement, on accueille des cinéastes, des critiques pour leur faire parler de leur œuvre, de leur travail. Donc voilà, ce soir on a un très beau plateau parce que j'ai envie de mettre en avant le travail de Nicolas et d'Elisabeth, Nicolas Claude et Elisabeth Perceval. Alors moi que j'ai découvert il y a quelques années, comme je pense beaucoup de monde, avec la question humaine, à l'époque où je travaillais au MK de Beaubourg, et ça avait été l'occasion aussi de reprendre vos films, donc Paria, La Blessure, et donc de mettre le nez dans un travail, dans une œuvre. Donc moi ça remonte un peu, et ça se poursuit. Ça se poursuit avec le film qui vient de sortir en DVD, qui s'appelle L'Heroic Land. Ça va être un peu notre sujet de la soirée, l'Heroic Land. Et puis, Sheila qui a eu aussi la bonne idée de sortir un coffret de vos films, donc le cinéma en commun, dans lequel malheureusement il n'y a pas la question humaine. Je pense qu'il y a des problèmes de droit. Voilà, on est habitué à ce genre de contenu. Et puis c'est surtout aussi pour mettre en avant deux ouvrages. Un ouvrage collectif, Les frontières brûlent, chez De l'Incidence éditeur, donc avec des interventions, des écrits. Donc on a Jean-Luc Nancy, on a Nicole Brenez, on a Antoine Debec, on a Saad Chakali, et puis Elisabeth et Nicolas, Luc Chessel, Cyril Néra, bon voilà, des gens qu'on connaît et qui nous aident à prolonger aussi le film et voilà, le traverser, aller ailleurs. Et puis très bel ouvrage également de Nicolas Claude, Sécession Cinéma, Mon Amour, donc qui rassemble son travail photographique, des écrits sur c'est des choses rassemblées, des fragments, des choses que tu as écrites il y a un moment, un très très bel ouvrage, donc que je vous conseille. Donc, ce soir, moi je vais m'effacer, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser discuter aussi entre vous. Donc, Antoine Debec qui est là, Antoine Debec, historien du cinéma, professeur d'école normale, Voudulme, ancien rédacteur en chef des Cahiers, des pages culture de Libération. Beaucoup, on ne va pas parler de votre biographie pléthorique sur la marche, plein de choses, surtout sur le cinéma, on a beaucoup de vos ouvrages. Et Saad Chakali, essayiste, critique de cinéma. Alors moi ça m'a donné envie, j'ai pas lu. Et donc ça m'a donné envie de lire. Ça m'a donné envie de lire. Il y a des choses sur les leftovers. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a donné envie. Voilà. À qui est-ce que je passe le micro en premier, ou peut-être à Antoine. Voilà. Comment est-ce que... Voilà. Quand est-ce que vous avez connu les Claude Perceval et voilà. Bon, peut-être ça remonte. Ça remonte un peu à peu près, ou même un petit peu avant vous, puisque moi j'ai... Premier texte en tout cas que j'ai écrit sur Nicolas et Elisabeth, sur le cinéma de Nicolas et Elisabeth, c'était sur la question humaine. Et on s'était rencontrés un petit peu avant à Libé, autour de... Dans Libé, il y a eu des choses importantes, je trouve, qui ont été faites autour de Paria et La Blessure. Et donc on s'était rencontrés à ce moment-là pour des entretiens, c'est comme ça. Et puis la vraie rencontre, entre guillemets, elle s'est poursuivie. Je pense qu'on a eu un projet assez fou et en même temps, je pense qu'il ne s'est pas fait, mais qui a été matrice de pas mal de choses avec Nicolas, qui était un projet de film sur la Révolution française, qui s'appelait Les Talons Rouges. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup réunis très régulièrement dans notre QG, où on échangeait les versions. Ça a duré quelques années, et puis ensuite on ne s'est jamais perdu de vue, et notamment à partir du moment où Nicolas et Elisabeth se sont installés à Fécamp, c'était un moment important, on y reviendra peut-être dans la manière de faire du cinéma pour eux.
On s'est vu aussi assez régulièrement, enfin plusieurs fois, là-bas, dans le garage et dans la maison, dans le laboratoire. Et donc, alors moi je voulais peut-être vous poser une première question à Nicolas, Elisabeth et à Saad aussi, puisqu'il en était. Donc on a vécu un moment, moi que j'ai trouvé très fort, qui était dans un contexte difficile en décembre. Ça a commencé le 2 décembre, donc dans le moment où les gens avaient commencé à déserter les salles de cinéma. Et on avait l'impression que ceux qui désertaient les salles de cinéma se retrouvaient à Beaubourg, au Centre Pompidou, pour la rétrospective Le cinéma en commun. Donc il porte le même titre que le coffret Shellac. Et ça a été des moments assez forts de projection, de présentation de films, de débats, de rencontres. Donc voilà, je voulais peut-être commencer par ça, puisqu'il me semble que ça structure un petit peu comme une sorte de moment. Il y a ce moment Beaubourg comme ça, c'est quelque chose à la fois que vous avez beaucoup préparé, attendu, et je voulais savoir ce que ça vous avait fait et comment est-ce que on réagit à ça et que ça vous donne voilà, quelle énergie pour continuer et comment est-ce que ça fait un peu une sorte de moment, oui, avec la publication des 2 livres et du coffret. Elisabeth. On va répondre tous les deux. Je baisse, je monte, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, s'il faut dévoiler son visage ou pas. Beaubourg, pour nous, a commencé pratiquement 6 mois avant le 2 décembre. Parce que on a été dans nos archives et il s'agissait de retrouver, d'aller chercher là des films qu'on n'avait jamais montrés, ou si peu montrés. Et donc ça a été un travail qui a commencé 6 mois auparavant, de retourner dans la cave et de ressortir beaucoup de choses, et des écrits également, des écrits, des photos, voilà. Et cette opportunité de Beaubourg a été effectivement, on a mis en visibilité tout à coup un travail qui aurait pu rester dans l'ombre, Et c'est vraiment, pour nous, c'était extraordinaire de pouvoir d'abord revisiter des films comme La question humaine, des films comme Low Life, des films comme La blessure, Paria, etc. Mais des films qui étaient sortis. Mais beaucoup de films qui n'étaient pas sortis et qui étaient peut-être passés dans des festivals comme ça, et tout à coup de les voir en public, de pouvoir dialoguer autour de ces films, de voir à quel point les films, comment les films, finalement, ça circule de l'un à l'autre, et que celui qui est resté dans l'ombre, finalement, devient la lumière de celui qui va être vu. Enfin, je veux dire, on s'est rendu compte du dialogue énorme qu'il pouvait y avoir entre les films. Et ce que tu n'as pas vraiment évoqué, là, c'est aussi le théâtre. C'est-à-dire que la présence du théâtre dans notre vie, c'est-à-dire en tant que faisant du théâtre, faire du théâtre, et notre passion aussi de le filmer. Donc, essayer de brûler les frontières entre le théâtre, le cinéma et la philosophie, puisqu'on a aussi filmé des philosophes. Et pour nous, il n'y a pas, je veux dire, le travail documentaire ou la fiction, il y a quelque chose qui dialogue constamment pour nous. Il y a, c'est pas, il y a pas, il y a, je dirais qu'on travaille de la même manière, au fond, de la même manière, de la même façon, avec la même exigence, que ce soit d'aller filmer Jean-Luc Nancy, ou que ce soit de faire La question humaine avec Mathieu Amalric, des acteurs. Bon, on travaillait dans un squat au début avec Mathieu, Michael Lonsdal, on répétait le texte là, je veux dire, on a fait des répétitions comme des répétitions de théâtre, parce que la plupart des acteurs dans La question humaine sont des acteurs de théâtre pour la plupart. Effectivement, Beaubourg pour nous était une explosion d'être mis dans une visibilité comme ça. C'était en même temps un bonheur. Les tables rondes, par exemple, les tables rondes ont été formidables. Je me souviens plus de tous les thèmes qu'on a traversés. Nicolas s'en souviendra beaucoup mieux que moi.
Et effectivement, une espèce de plaisir de retrouver aussi régulièrement un public. Parce qu'il y a des gens qui sont revenus plusieurs fois voir les films. Et ça, c'était très nouveau pour nous, de pouvoir discuter avec des spectateurs comme ça, d'un film à l'autre. Et puis il y a eu cette présence aussi des étudiants, qui était intéressante, parce qu'ils découvraient un cinéma qu'ils n'auraient jamais vu ailleurs. Voilà. Donc pouvoir parler avec le public, ça je crois que c'est très très important. Et pour nous, alors je te dis, après on s'est effondré, on se relève depuis, moi je me relève depuis 3-4 jours. Nicolas a dormi pendant 3 semaines, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de malade, dormir, effondré. Et moi, je recevais mes enfants, mes petits-enfants, et je tenais à peine debout. Quand ils sont partis, je me suis effondrée, mais vraiment une catastrophe. Et on s'est dit comment on va faire. Et finalement, depuis une semaine, on travaille et on vient de terminer un film qui s'appelle Chant pour la ville enfouie, qui est une coda, une sorte de coda à l'Heroic Land, qui est un travail autour de un travail qu'on avait déjà un peu initié, mais qui était vraiment en recherche. Et il est fini. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a vraiment travaillé très fort, et ça nous a remis en énergie, et on se rend compte que voilà, le cinéma, c'est notre énergie pure, quoi. Lana, c'est la coke, ben nous, c'est notre coke. Alors c'est toujours intriguant un couple de cinéastes, parce qu'on se dit que l'un commence une phrase où ça finit. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi donc je te laisse, voilà, le deuxième volet. Elisabeth dit que ça a commencé 6 mois avant, ben moi je dirais que ça a commencé 3 ans avant. C'est parce que, comment dire, depuis qu'on est à Fécamp, c'est-à-dire depuis presque 10 ans maintenant, on a installé la salle de montage, tous les livres, les DVD, la salle de projection, dans notre maison qu'on loue, qui est très grande. Et donc c'est notre atelier. Donc à partir du moment où tu travailles dans un atelier, tu as complètement un autre type de rapport au travail que si tu travailles avec des sociétés de production au sens classique, quoi. Et la technologie permet d'être plus indépendant. Godard fait ça depuis les années 70. Il y a des disques durs dans lesquels il y a beaucoup de choses. On travaille toujours sur plusieurs films en même temps. Des films qui sont, surtout depuis quelques années, des films qu'on ne veut pas, comme l'Heroic Land. La production, on l'a trouvé, le film était quasiment tourné, fini. Donc de pas être entravé par les systèmes de commission, le temps qu'il faut, les contrats, mais plutôt d'être comme des peintres de cinéma, des cinéastes, quoi, recommencer le cinéma. Et donc, quand le Centre Pompidou, c'est ce qui fait qu'effectivement, travailler dans des schémas de production ou esthétiques complètement différents, mais trouver l'énergie, comme disait Elisabeth, d'être tout le temps au travail. Donc parfois les films prennent 3 ans, 4 ans. Bon. Parfois on a tourné puis on monte plusieurs années après. Et là, le Centre Pompidou, quand ils nous ont proposé la rétrospective, ils nous ont dit, voilà, il faut que vous fassiez un film pour la collection, où en êtes-vous? C'est un film, on vous donne 5 000 €, et puis vous faites un film pour répondre à cette question, où en êtes-vous dans votre cinéma? Un film qui fasse au moins 8 minutes, 8, 10, 15 minutes, et on a fait un film de 2h07, qui s'appelle Nous disons Révolution, puisque c'est notre réponse. Nous disons Révolution, à la fois c'est quelque chose par rapport à notre manière de faire des films aujourd'hui, et en même temps c'est une espèce de réponse, enfin en tout cas de questionnement, en tout cas de désir d'entendre ça par rapport à un état du monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet état du monde, et qu'est-ce que ça veut dire à travers le cinéma. À travers le cinéma. Ce qui fait que il y a eu tout ce qu'Elisabeth a dit, avec en plus aller chercher dans la cave, parce que c'était dans la cave, excaver, je sais pas, avec patience, les choses, des disques durs,
les carnets, les textes, parce que les livres, on s'est rendu compte, enfin bon, les livres, il y a quelque chose dans l'écriture sur le cinéma qui est aussi un des moteurs avec lesquels on travaille, c'est-à-dire écrire sur le cinéma. Elisabeth écrit les films, mais moi j'écris souvent sur le cinéma. Et donc c'est un moteur, c'est une nourriture aussi importante que de voir des films, d'écrire. J'ai de plus en plus de mal à lire la critique, elle m'intéresse globalement plus du tout, mais je suis de plus en plus intéressé par l'idée qu'est-ce que c'est que d'approfondir des idées de cinéma à travers l'écriture. Qu'est-ce que ça produit dans les films qu'on fait ou dans les films à venir, ou comment arriver Enfin, c'est un des endroits, je trouve, les plus importants aujourd'hui, et c'est d'où aussi notre relation avec Antoine et Sade, de comment on déplace les choses par l'écriture sur le cinéma, depuis le cinéma, d'où c'était la proposition qu'on a fait avec Elisabeth et Robert et Arte à une série de personnes dont vous faites partie, dont Raquel qui est ici aussi fait partie, de les inviter à écrire à partir du film, mais d'une manière très libre. Qu'est-ce que le film peut déplacer dans la manière d'écrire sur le cinéma? Et puis ces sessions Cinéma Mon Amour, qui au début s'appelait juste ces sessions cinéma, à cause d'un texte à la fin, qui est une espèce de manifeste un peu. Et les représentants à qui Robert proposait le livre trouvait la photo d'Elisabeth vraiment très frontale et disait c'est un peu agressif. Et donc Elisabeth. On n'est plus dans un univers de fumeurs. Voilà, que c'était très provocant. Le regard droit comme ça était un peu agressif et que du coup Elisabeth a dit bon, on l'appelle Mon Amour, c'est sur le cinéma Mon Amour. Et c'est passé. Elle ajoute le Mon Amour à la sécession. Donc, et c'est exactement comme ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup à notre manière de travailler. C'est-à-dire qu'il y a la sécession, espèce mais avec l'amour de quelque chose qui. Voilà, donc c'est un peu la. Et Beaubourg, c'était l'aimant, c'était la possibilité de faire une sorte d'explosion, de feu d'artifice, d'habiter le lieu pendant quasiment un mois avec les films, des tables rondes, des installations, une expo photo et les livres et tous les gens qui passaient. Voilà, donc c'était comme parce que les sorties de films, finalement, on vit une sortie de film, c'est toujours un peu excitant, un film qui sort en salle. Mais là, c'était énorme, quoi. Énorme. Donc c'était un tsunami qui nous est passé dessus, ça c'est certain. Mais aussi le vide qui après est décuplé par centaines de milliers, quoi, par rapport à juste une sortie salle. Et on a eu le bonheur de voir qu'il y avait du monde, quoi. Donc ça c'était très, très important, d'autant plus qu'on n'était pas du tout. Il y avait un article dans Le Monde, très bel article, mais on était très très peu. Les cahiers du cinéma n'ont pas voulu en parler, enfin bon, très peu. Libé a fait un truc tout à la fin, mais juste sur l'installation, pas du tout sur les films. Donc on n'a pas été très soutenu nulle part, quoi. Oui, si, il y avait une belle émission de Marie Richeux sur France Culture, à la fin, qui était vraiment très belle. Donc l'écart entre ce qui se passait à Beaubourg, ce qui se passe dans nos films, ce qui se passe avec les gens avec qui on travaille, ce qui se passe avec les gens qui viennent voir, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et espèce de silence, d'évitement. Peut-être c'était trop de travail, il y avait trop de films, peut-être que... Voilà. Je sais pas. Sade. Tu veux parler un peu de Beaubourg, justement parler de Beaubourg, oui, les tables rondes de là où moi j'étais, c'était la possibilité aussi de voir en salle des films qu'avec Alexia on n'avait jamais vus. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que Beaubourg est devenu un refuge provisoire, comme il en existe beaucoup finalement dans vos films. Avec beaucoup de passeurs, beaucoup de fugitifs, quelques fugues dans les bistrots d'à côté. Enfin, finalement,
vous avez réussi à faire de Beaubourg un des lieux de votre constellation de lieux qui caractérisent vos films. Donc c'était intéressant aussi de le sentir comme ça, et il y avait effectivement des rencontres, il y avait beaucoup d'amitié. Du coup, c'est intéressant de revenir aussi sur les livres, parce que ce sont avec des amis qu'on fait des films, et c'est avec des amis qu'on arrive à produire deux très très beaux livres et réaliser cette magnifique rétrospective et en même temps projective aussi, puisqu'il y avait beaucoup d'avenir finalement. C'était pas simplement une synthèse, une récapitulation. Il y avait aussi beaucoup de pistes, il y avait des travaux en cours, il y avait le feu dentifère qui était présenté, il y avait comme souvent, vous présentez des amorces qui sont toujours porteuses de promesses pour l'avenir. L'avenir est toujours engagé dans vos films. Et il y avait beaucoup d'amitié. Et on sait que l'amitié, c'est la condition pour faire de la philosophie, et ça s'incarne dans la figure de Jean-Luc Nancy, qui est un ami, qui a été l'ami de Jacques Derrida, qui a écrit Politique de l'amitié, qui a beaucoup ferraillé avec Boris Blanchot, qui a écrit L'amitié. Phrase Histoire d'amitié, elle vient de très très loin. Elle traverse fondamentalement vos gestes cinématographiques, et elles se sont déposées, je trouve, magnifiquement. Elle est vraiment très profondément déposée dans les textes qui sont inscrits. Par exemple, je n'ai retenu plusieurs. Le texte de Nicole Brenez est très beau parce qu'il évoque les abeilles que sont Elisabeth et Nicolas à l'adresse des cinéphiles du XXIe siècle. C'est note pour les cinéphiles du XXIe siècle qui découvriront les films de Nicolas Clotte. Voilà. On imagine qu'au XXe siècle, les abeilles, il n'y en aura peut-être plus beaucoup si on continue dans cette voie-là. Donc ça veut dire que c'est une espèce très très rare. Voilà. Ça c'est au-delà simplement de la caractérisation théorique d'un geste. C'est une image poétique qui engage beaucoup d'amitié. Quand Julien Coupa écrit un texte, il ne parle pas du tout des films de Nicolas et d'Elisabeth, et en même temps ce qu'il raconte c'est un passage qu'il a lui accompli, et du coup il apparaît comme une figure en amitié avec toutes les figures qui peuplent l'Héroïque-Land et évidemment tous les autres films. Donc ça c'est aussi très très beau, et on pourrait citer beaucoup d'autres films. Je voulais revenir un tout petit peu sur une surprise que j'ai eue concernant Sécession Cinéma Mon Amour, et particulièrement le premier texte, qui s'appelle Amorce, qui me semble être un texte vraiment très très important, je pense, pour... des choses nous sont apparues nouvelles en lisant ce texte-là, qui possède une dimension très très personnelle, parce qu'il y a des questions en particulier du père de Nicolas. Et c'est absolument saisissant ce qui s'y dit. Le père de Nicolas était monteur, son père est un rescapé d'Auschwitz. Le montage, c'est le lieu où, d'une certaine manière, Nicolas fait ses armes, mais contre son père aussi. Il a monté énormément de films, dont d'ailleurs les professionnels de la profession ont vite oublié qu'il a bien travaillé pour cette industrie-là. Et c'est très intéressant ça, parce qu'en 2014, un an probablement avant qu'il décède, il a offert une petite caméra numérique à son fils. Et le jour de son décès, ou le lendemain, dans les chronologies, en octobre 2015, le projet sur les talons rouges tombe à l'eau, cérémonie, autre projet, tombe à l'eau, et le suicide de Chantal Akerman est avéré à peu près au même moment. Crise, une autre crise d'ailleurs qui arrive dans votre cinéma, qui est un cinéma de la crise, en crise constamment. Et j'ai à nouveau imaginé comment dans La blessure, papa qui prend soin de Blandine, c'était à nouveau là, Elisabeth qui a dû prendre soin de Blandine Nicolas à ce moment-là, parce que c'était un moment très très difficile. Et je comprends après coup que l'Héroïque-Land est la relève de ce moment. Vraiment la relève. Et c'est pour ça aussi que ce film a cette puissance-là, parce que je pense qu'il c'était vital de faire un film comme celui-là. Après toutes ces morts, des projets, des existences. Et l'installation à Fécamp aussi. Et l'installation à Fécamp, tout à fait, exactement. Voilà. Donc c'est un moment vraiment charnière qui relance tout un coup des énergies. Quoi. Et qu'il faut savoir négocier. Du coup, ça c'est une question aussi de destin. Et en y repensant, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que ce père, là, ce fils et ce père, évidemment tout de suite, Oedipe truc, Oedipe machin, Oedipe très lourd. Et Oedipe, on s'est dit, tiens, il n'y a pas de père dans les films de Nicolas et d'Elisabeth, très peu, toujours en marge. Pas si important que ça, comparativement à d'autres films, et puis compris au rapport avec le cinéma américain, avec un cinéma de père, de patriarche. On s'est dit alors, d'abord on s'est dit une chose, Serge Janet a dit, le cinéma, pour qui l'action du père est évidemment fondamentale, le cinéma c'est le lieu où le père manque à sa place. On dit, puisque le père manque, où est-il? Alors on sait qu'il y a
les garçons s'appellent Hamlet dans vos films, les filles s'appellent Antigone. Mais Oedipe, finalement, c'est pas trop votre affaire. Le père manque à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la place où le père manque? Il y a le peuple qui manque. Alors, il y a l'État, il y a la police. Je pense que là, par contre, ça, c'est très massif. Ça, c'est impossible à rater. Voilà, là, pas la peine de filmer les dieux. Michael Lonsdale, dans La question humaine, c'est le fils d'un père. C'est pas tellement un père qui serait un patriarche, qui exercerait une espèce de violence sur Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, il est sans généalogie. Il s'appelle Kessler, c'est intéressant. On s'en fiche. Voilà. Et c'est les communautés. Très clairement, voilà, c'est ça qui est beau, c'est puisque le père manque, c'est comme si l'État manquait, c'est la dimension anarchiste puissante de votre cinéma, allons au-devant des communautés qui existent, et puis alors c'est ça qui est très beau, et je reviens sur l'amitié, et même constituons des communautés. Et c'est le cas de la frontière brûle, les frontières brûlent, c'est le cas des films. Et c'est vrai que tout ça, tout d'un coup, s'est rassemblé très fort au moment de Beaubourg, ce qui fait que même des amis Nicolas se rencontrent. Et on se dit, c'est des passeurs absolument formidables, quoi, qui font que l'amitié, tout d'un coup, c'est une condition pour faire du cinéma, dans un environnement où, si on s'intéresse un peu au cinéma, l'amitié, c'est pas véritablement l'alpha et l'oméga qui caractérise l'amitié, le cinéma. Et pourtant, ça a été le cas très fort. Il y a des grands moments dans l'histoire du cinéma qui sont des affaires d'amitié, évidemment. La Nouvelle Vague, c'est paradigmatique. Si l'amitié régresse, peut-être aussi que le cinéma régresse aussi. Et je finirai là-dessus, ce qui est très beau en conclusion de l'amorce, c'est qu'il y a une adresse à la critique. Un geste d'amitié à l'égard d'une critique, visiblement, on n'a pas été bien rendu. Mais est-ce que l'amitié est toujours réciproque? Il y a des asymétries, hein, c'est en politique de l'amitié, il en est beaucoup question. Mais on y croit quand même, et puis finalement, d'une certaine manière... Pas aux critiques, à la critique. À la critique. Voilà, alors évidemment, on est tous en guerre contre les critiques, y compris comme critiques, c'est toujours une complication. Mais cette adresse-là, fraternelle et amicale à l'adresse de la critique, ou à l'adresse simplement des gens qui s'intéressent au cinéma, et ben, c'est ce qui s'est passé, y compris avec nous, qui fait qu'on est là, alors qu'on on est des bibliothécaires, Alexia et moi, et pourtant c'est par le biais de cette amitié, de cette propension, de cette ouverture à l'amitié qu'on a été conviés à voir cette machine cinéma qui est à Fécamp, extraordinaire. On voit des gens, on voit des cinéastes au travail, hein. Et le travail, c'est pas le plateau, c'est viens, on monte à l'étage, on ouvre l'ordi, et on voit un film, et on a vu nous disons Révolution comme ça, c'est vraiment, et ça c'est pour nous c'est des moments très fort pour notre amitié. Et donc, du coup, ça nous fait penser. Qu'est-ce qu'on pense avec des amis? On pense considérablement. On n'aurait pas pensé, si on ne vous avait pas rencontré, à cet endroit-là, même si vos films nous parlaient depuis bien longtemps. Donc voilà, et là, donc du coup, voilà, c'était un lieu pour l'amitié à ce moment-là, Beaubourg. Et pour le cinéma également. Maintenant, Nicolas, Non, il y a beaucoup de choses, dans cette idée. Oui. Comment vous réagissez à... Non, ça va. Notamment à Amorce, c'est vrai que c'est un texte important, qui est mis en tête du livre, donc... Et que tu ne voulais pas mettre au départ. Ah bah voilà, donc... Au départ, il ne voulait pas mettre ce texte. Oui, en fait, c'est la question des énergies, de l'énergie, parce que ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est l'énergie, puisque étant donné que l'énergie, c'est toujours l'argent, en fait, de plus en plus l'argent, le pouvoir, les réseaux. Bon, nous, c'est pas vraiment ça. L'énergie qu'on cherche, c'est autre chose, quoi. C'est une énergie des rencontres, des amitiés, de la pensée, des livres qu'on lit, des films qu'on voit, des films qu'on tourne. Et donc c'est pour ça que c'est si multiforme, si permanent, et que sans Antoine, sans Sad et Alexia, sans Raquel, sans Robert, sans plein de gens, nous, on n'aurait pas l'énergie de faire Nicole, on n'aurait pas l'énergie. Sans les films de Ford, les films qu'on a mis tout à l'heure là-bas, sans chacun des films, même pour renouveler l'énergie. Parce qu'il faut aller chercher, discussion ensemble sur Ford et Anthony Mann ici, une discussion comme ça peut produire en fait 6 mois de cycle de films qui se reproduisent ensuite dans l'Heroicland. On s'est dit, quand on montait l'Heroicland, on s'est dit c'est un grand western, quoi. C'est un western, on travaille avec une mythologie. Enfin bon, cinématographiquement, c'est quelque chose de chez Griffith, chez Ford, chez Homer aussi. Donc quand on est dans évidemment les personnes que l'on rencontre, mais être à la hauteur de qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont là, les possibilités, il faut s'il n'y a pas d'énergie, c'est impossible. On ne fait pas des films
comme ça, juste avec de l'argent. Tout le monde a vu l'Heroic Land ici ou pas? Non, peut-être. Alors peut-être juste en deux mots, Nicolas, peut-être nous rappeler. L'Heroic Land, c'est la jungle de Calais. Ça a été un coup de fil qu'on a reçu au moment où j'étais en effet, comme tu dis, dans un état lamentable. Me dire c'était fini quoi, le cinéma avec toutes ces choses qui se passaient en même temps, de réponses négatives, de morts, etc. et de pas d'argent. Et un coup de fil, je le nomme parce que c'est Christophe Ruggia qui nous a appelé et qui nous a donné rendez-vous dans un bistrot pour nous parler de la jungle de Calais, en nous disant voilà, il se passe l'appel de Calais, signé par beaucoup de réalisateurs, de réalisatrices, de philosophes, d'écrivains, de plasticiens, d'architectes, d'associations. L'appel de Calais, si vous voulez, venez, on paye 3 jours, on paye le voyage, on vous donne des défraiements, vous venez 3 jours dans la jungle, vous découvrez, vous faites un film de 10 minutes, qu'on mettra sur le site pour essayer d'empêcher la jungle d'être détruite. Voilà. En gros, il faut informer les gens de ce qui se passait dans la jungle. Je vais juste préciser une chose, c'est qu'au départ, ils avaient proposé qu'on rencontre des personnes qu'ils avaient déjà rencontrées et qu'on les filme, qu'ils avaient donc leur récit à nous raconter. Et là, on a dit, ah non, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir découvrir et pouvoir ressentir, sinon on n'arrivera pas à filmer quelqu'un qu'on dit, c'est lui qu'il faut que tu filmes, etc. Donc, au départ, la démarche a été un tout petit peu différente par rapport aux autres réalisateurs, c'est qu'on a voulu, Nicolas et moi, arpenter le lieu et rencontrer nous-mêmes les personnes. Voilà, comme ça. On devait rester 3 jours, on est resté quasiment 1 an. Oui. Pas au début, hein. Au début, on a fait 3 petits films. C'était tellement puissant. Il se passait quelque chose avec lequel le cinéma ne pouvait qu'avoir rendez-vous. Voilà, on s'est immergé et on a fait 3 ou 4 séjours de plusieurs semaines sur toute l'année en rencontrant les gens, en filmant et en imaginant un film. Et là, je reviendrai à ce que disait ça, c'est-à-dire qu'on a retrouvé une communauté tellement accueillante. On s'est senti tellement accueillis, tellement aimés. Et on arrivait déchirés. On arrivait, mais complètement exilés du cinéma. On était dans la marge de la marge finie et on était accueillis. C'est-à-dire qu'on s'est senti accueillis dans cette ville, dans cette jungle. Et une amitié folle, Z, que vous voyez là. Voilà, on a passé tellement de temps avec eux, tellement de temps avec chacun qui nous ont accueillis dans leur tente. Et on a décidé aussi, à un moment donné, tout le monde disait il ne faut pas y aller la nuit, etc. Et donc on n'a pas fait de différence. On y allait autant la nuit, le jour, on allait passer nos soirées ensemble, on écoutait de la musique. Et vraiment, voilà, le film il s'est fait avec eux, grâce à eux, et grâce à eux, voilà, tout à coup c'est... Dans cette menace permanente de la destruction. Voilà. Parce qu'en fait, le film, il est là, parce que aussi, il y avait cette idée que peut-être que la présence des uns des autres et de cinéastes, c'est-à-dire pouvait jouer sur le fait que la jungle pourrait être sauvée. Combien de jours finalement vous avez resté là-bas? Je pense que tu vois, une 50aine de jours en tout. Peut-être plus, parce que c'était vraiment pas... On tournait, on montait dans la... Parce qu'on vivait à dans l'auberge de la jeunesse, de 20 € la nuit. Donc on montait là, on tournait, on montait, on tournait. Après on a arrêté de voir les rushs parce qu'on était tellement claqués par les journées qu'on s'est dit bon, on rentre à Fécamp, on découvrait tout, on passait, et puis dès qu'on avait commencé à voir un peu, hop, on repartait parce qu'on avait les amis là-bas qui nous appelaient pour dire ah, il faut absolument que tu viennes, il va se passer ça, il va se passer ça. Donc on passait notre temps à faire des allers-retours. Je sais à peu près le nombre de jours, puisqu'il a fallu déclarer, c'est 72 jours. Ouais, c'est quand même 72 jours. Et c'était de mois. Ouais, c'était de janvier 2016
à février finalement 2017, parce que 2 mois après la destruction définitive, on est retourné pour filmer la fin, quoi, avec la danse et l'état complètement... Non, parce qu'en fait, on n'avait jamais vu ça. Ce qui se passait là, je crois que c'est comment dire, c'est un événement extrêmement important, mondial. Ça se passait là, quoi. Et la puissance était telle que c'était impossible de ne pas considérer que c'était la seule chose à faire à ce moment-là. Et même la jungle n'aurait pas été détruite, on y serait encore, je pense, parce que on avait l'impression que cette ville venait du futur. On avait l'impression que c'était une ville qui montrait des solutions, qui inventait des modes de vie qui pouvaient nous permettre de nous éloigner de toute l'horreur actuelle. C'est complètement paradoxal par rapport à tout ce que les médias racontaient. L'espèce de bonne conscience de considérer que la situation sanitaire était terrible, du coup on ne peut pas laisser les gens vivre dans cet état-là, dans la boue. Mais ils ne vivaient pas dans la boue. Le misérabilisme. Le misérabilisme. Ils faisaient naître, ils faisaient surgir une ville de la boue, quoi. Ça n'a rien à voir avec une espèce de dignité, de force. Ils faisaient à manger. Ils étaient forts, ils étaient vraiment forts. Ils avaient 20 ans, 18 ans, 25 ans, les gens plus âgés. Et que c'était une leçon incroyable ce qui se passait sous nos yeux. Je crois qu'un événement comme il en existe, je sais pas, peut-être 68, c'était un événement beaucoup plus compliqué à raconter quand on voit le fond de l'air rouge de Marker, mais il y avait une espèce de... C'était impossible de ne pas considérer que c'était devenu voilà. Ce que Homer a fait ou d'autres ont écrit 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles après que les événements aient eu lieu, de cette nature-là, nous, on savait qu'avec ces caméras, on pouvait le faire maintenant. Et donc, on ne voulait pas filmer l'actualité, on voulait essayer c'est pour ça qu'on n'a pas filmé les personnes habilitées à parler, on voulait aller rencontrer les gens, et très souvent, comme ils parlaient dans leur langue, on ne savait absolument pas ce qu'ils racontaient, donc on a monté des séquences avant de les traduire. Par exemple, la scène de dispute entre le jeune homme et la jeune femme éthiopienne dans leur tente, dans la tente là, où ils se disputent, etc. On ne savait pas ce qu'ils racontaient du tout, on a découvert ça. Il a fallu 4 traducteurs parce qu'ils parlent 4 langues différentes. Donc rien que ça. Qu'est-ce que c'est que faire du cinéma quand tu vas les chercher? Grâce à Valérie Ossouf, on a réussi à trouver 4 personnes. Enfin, elle nous a mis en rapport avec une personne, parce que c'est l'Érythréen, enfin la Marie, je ne me souviens plus des langues, mais l'arabe, les 2 langues éthiopiennes, l'arabe et puis l'anglais cassé des Éthiopiens, qui a que les Éthiopiens qui peuvent comprendre que c'est de l'anglais à ce moment-là, quoi. Donc on a monté la séquence sans savoir ce qu'il racontait, ce qui fait que c'était... Yared non plus, on ne savait pas. Yared non plus, parce qu'il voulait parler... Il ne voulait absolument pas parler anglais. Il dit, moi je sais ce que j'ai à dire, je n'ai pas du tout envie que vous me posiez de questions, et je sais ce que j'ai envie de vous dire. C'est lui qui choisissait l'endroit où il voulait être filmé. Ça c'était très important, j'ai envie d'être filmé dans cet endroit-là. Et ce qui était Yared, alors qu'il parlait anglais quand même, il ne parlait pas mal anglais du tout. Le diable, il parle anglais. Le diable, par contre, dès qu'il parle du diable, il parle anglais. Ça, c'est incroyable. Et c'est la première fois, nous, c'est celui qu'on a vu vraiment très longtemps, pendant 1 an. Et il a toujours dit, pour moi, me poser des questions, c'est une forme d'interrogatoire. Je ne veux pas, je sais ce que j'ai à dire. Tout est là dans ma tête. Je vais vous le raconter. Je vais raconter ce que j'ai envie de dire. Et quand on écoute ce que dit Yared, c'est pratiquement de la poésie. C'est magnifique. Et les choses, comment c'était dans sa tête, ses voyages, ses espoirs, ses déprimes, ses éclaircies, tout ça c'est magnifique et passe en quelques secondes dans son esprit. Et puis, à la fin, où il est vraiment possédé par le diable, au moment où la jungle va être détruite, et bien là, il parle anglais. C'est-à-dire, c'est le seul moment où il décide de parler anglais. C'est-à-dire que c'est comme si sa propre langue le lâche. Quelque chose, sa propre langue disparaît. Il est complètement seul, perdu. Et il était vraiment perdu. Et là, il parle anglais. Là, et d'ailleurs, le diable, ou celui qui est dangereux,
il ne peut en parler en anglais. Antoine, mais qu'est-ce que à travers ce type de film, ce que ça peut apporter en tant que contre-image quelque part, ce que ça peut apporter aussi en tant que être là, être à l'endroit où il faut être avec une caméra. Et je vais reprendre le titre d'un ouvrage d'Alain Brossat qui a dit « Qu'est-ce que peut le cinéma ?» face à ce type de situation. Qu'est-ce que peut le cinéma? Voilà, c'est une question. Voilà. Face à ces situations, face à ces destins, face à... C'est-à-dire que la première chose, c'est que comment dire, je ne peux pas te répondre en une phrase. Bon, si, je pense qu'Elisabeth, elle va répondre quelque chose de précis. Peut répondre quelque chose de précis sur le... C'est drôle parce que c'est justement ce que j'ai noté dans le train tout à l'heure. J'avais très envie... Qu'est-ce que peut le cinéma? Je dirais déjà, qu'est-ce que peut le cinéma engagé? Déjà, qu'est-ce que peut le cinéma? C'est déjà faire des images. Mais alors, lesquelles? Et je me disais, regarder de façon extrêmement constructive une situation qui pourrait n'être que désespérante est une des tâches absolument nécessaires du cinéma engagé. Voilà, ça c'est un truc... Je dirais que on était face à une grande désespérance, évidemment, à des difficultés de vie quotidienne, à des tragédies. Mais quel regard tu portes? Quel regard tu portes? Et quel regard on te renvoie sur ce regard que tu portes? Et je crois que c'est très très important, justement, ce sont des images qui se sont battues contre d'autres représentations de ce lieu. C'est-à-dire qui sont allées à l'encontre de ces... C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité qu'il fallait prendre et non pas juger d'une manière... de rabaisser ce qui était en train de se passer, mais au contraire, ce n'étaient pas des gens qui étaient en train de errer dans la boue, mais c'était des héros qui étaient en train de se dresser, et c'est le monde qui arrivait à nous. C'est-à-dire, ça nous a fait peur, ça a dû faire peur de voir ce monde qui arrive là et qui est en train d'inventer chaque jour comment se chauffer, comment cohabiter ensemble toutes ces populations. Et effectivement, ils avaient beaucoup de choses à nous apprendre. Et je pense que c'est cet apprentissage-là qu'on n'a pas voulu, que quelque chose n'ont pas voulu. Et c'est ça, qu'est-ce que c'est le cinéaste? C'est de regarder avec enthousiasme ce qui était en train de se passer. Et d'être dans un enthousiasme avec eux aussi. Parce qu'ils n'étaient pas dans la désespérance. Et il y a des cas désespérés, il y a effectivement des situations qui ont été très difficiles, mais ils n'avaient pas envie d'être enfoncés là-dedans. Et c'était comment, ensemble, puisqu'on a fait le film avec eux, entièrement avec eux. Yared qui est là en train de parler, c'est lui qui a choisi cette place, qui a voulu se mettre à cet endroit-là, parce qu'on venait de détruire la partie sud de la jungle, et ils étaient ramenés tous dans cette partie nord, très serrés les uns des autres. Il avait filmé lui-même tous les feux pendant 2 nuits, et il était là avec l'espoir. Et c'est cet espoir-là qu'il... Voilà, là, par exemple, il voulait être là au-dessus. Il voulait le ciel au-dessus de lui. Parce que c'est lui qui a choisi le plan. Et ça, c'est très important d'avoir eu ce dialogue avec lui, à ce moment-là. Et il y a de l'humour dans ce qu'il dit. Depuis qu'ils ont... Voilà, mais... voilà, c'est ça. Moi, je pense que pour nous, faire du cinéma, c'était essayer d'être dans cette proximité, cette intimité, cette connexion comme ça, avec un élément de l'histoire qui était en train de se passer très important, et un présent qu'on n'arrivait pas vraiment encore à nommer. Voilà, ne pas arriver à nommer les choses
mais en tout cas que la caméra soit inventive. Ça me faisait beaucoup penser à certaines choses de Jean Rouch. Je veux dire, beaucoup, quand on rentrait le soir, je me disais, c'est fou, j'ai l'impression, on n'est pas en Afrique, puisqu'on est chez nous, en France, à quelques kilomètres de Paris, mais j'avais vraiment le sentiment, parfois, de voir des choses qui surgissaient devant nous, un peu comme dans les films de Jean Rouch, et qu'on ne savait pas ce qui se racontait. Je dirais 80% de ce qui s'est dit dans le film, nous ne savions pas ce que les gens nous disaient, et on l'a monté, on a su ce qui se disait bien après le montage. Et ça n'a pas changé le rapport au montage. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé des plans ou changé une organisation parce qu'on comprenait le sens. Parce que le sens est venu par l'image et par le contact avec la personne. Du coup, ça me faisait penser à ce fameux détournement par Godard de la phrase de l'abbé Sieyès des histoires du cinéma par rapport au tiers-état. Qu'est-ce que le tiers-état? Rien. Que veut-il tout? Et que peut-il quelque chose? Il avait dit le tiers-état, c'est le cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? Rien. Que veut-il tout? Que peut-il quelque chose? Donc ce que peut faire un cinéaste ou une cinéaste, c'est faire quelque chose. Et quelque chose, c'est témoigner du désir de le faire et des personnes qui entrent dans ce désir-là. Parce que ce qui est effectivement très beau dans Héroïque-Land, c'est que ce ne sont pas simplement des personnes qui sont assujetties à un certain nombre de nécessités, de besoins, de contraintes. Bien évidemment que c'est là. Mais il y a un désir très très fort de construire un espace commun qui soit le lieu de la construction de ces images-là. Et c'est les personnes qui sont absolument désirantes. Et du coup, ça électrise très très fortement les images. Ce désir-là de construire effectivement d'autres régimes d'images pour des personnes d'ailleurs qui ont un rapport très fort aux images, parce qu'elles sont constamment là en train d'enregistrer, de montrer, d'agrandir, de dire voilà, je suis passé par ce camp en Libye, je veux vous montrer à cet endroit-là toutes les personnes qui ont disparu. Et leur rapport aux images est déjà constitutif même de l'existence de ces exilés-là. Et du coup, ils ont une conscience de ça, d'où une méfiance, je dirais, très forte à l'égard aussi des médias, parce qu'ils savent bien que ce que les médias vont retraduire de leur situation va être faussé, fautif, et va trahir, vous savez. Par contre, à cet égard-là, c'est pour ça que c'est aussi un peu décidé, enfin, ils fabriquent aussi des images avec vous. C'est pour ça qu'ils choisissent les lieux, ils choisissent presque la mise en scène, on va faire comme ça, ou la scène de ménage. C'est de la fiction. Après coup, quand vous avez découvert ça, vous vous êtes rendu compte à quel point ils avaient joué aussi cette scène pour vous, d'une certaine manière. Ils en avaient rajouté. Ils avaient décidé de s'amuser d'une certaine manière du moment en rajoutant, et donc du coup en jouant, comme chez Jean Rouch, en s'appropriant par la fiction cette situation. Complètement et c'est la question de la propriété là, qui est très forte, au lieu même d'une espèce d'impropriété ou de désappropriation très très forte. Donc voilà. Oui, il y a aussi, par exemple, le fait que on a tourné ce film sans production, et à un moment donné, on a fait appel à quelqu'un, à Shellac, qui nous aide à le terminer. Et la chose évidente, c'était que le film faisait 3h40. J'avais rendez-vous avec Thomas Ordonneau un jour pour lui donner le premier montage qui faisait 4h20. Il pensait que je déconnais, quoi. Non, c'est vrai, c'est 4h. Et ce que je veux dire par là, c'est que filmer ce film à cet endroit-là du monde, dans ce réel-là, pour vraiment entrer dans le réel et pour filmer quelque chose qui était en train de se passer, ça s'est prolongé aussi dans la durée du film, dans la manière de le terminer financièrement et de le sortir en salle, parce que la sortie salle, Shellac, ça a été un peu un bras de fer. Il aimait beaucoup le film, mais c'est vrai qu'il nous disait... voilà, donc tu te retrouves au Reflet Médicis avec gentiment une semaine à une très bonne heure, parce qu'ils savaient que 16h30 pour des films de cette durée-là, avec Wiseman, etc., ils ont l'habitude, mais une semaine. Et comme les salles étaient pleines, même sans débat, enfin, il y avait la semaine d'après, ils nous ont mis à une autre heure et il y avait beaucoup moins de monde parce que c'était vraiment l'heure. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais un geste de cinéma, tu fais un geste de cinéma
Le mot radical, c'est pas un mot intéressant pour nous, mais un geste de cinéma qui dépasse le formatage, etc., parce que le réel n'est pas formatable, et que ça s'adresse aux salles pour que les gens puissent venir, ben tu te rends compte que la difficulté que la jungle a eue à continuer à exister, tu le retrouves aussi dans des salles de cinéma. Il y a une logique, c'est qu'on n'est pas prêt. Moi j'appelais ça Hercule Cinéma, enfin on est dans une espèce de période par rapport au cinéma où il y a de plus en plus de lourdeur, c'est de plus en plus difficile, disons, la définition de ce que c'est que le cinéma, et c'est l'ordre dominant qui le définit. Il y a un peu cette idée que c'est la domination qui décide qu'est-ce que c'est qu'un film, et du coup les gens viennent voir ces films-là qui sont très formatés, mais on a envie d'exploser ce cadre-là et de faire circuler d'autres formes d'énergie, de vitesse, parce qu'un film, 5 ans pour faire un film, c'est compliqué, 5 ans d'attente, etc. Là, il se passe quelque chose, on y va, on tourne, et on se rend compte que ce qu'on est en train de tourner n'a rien à voir avec ce que les médias nous montrent tous les jours. Et que finalement, les images des médias, c'est des images qui sont faites pour finalement justifier un discours qui va aboutir à la destruction de la jungle et que tout le monde trouve ça bien. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'image, on est dans la préhistoire du cinéma. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, la préhistoire, ça serait bien, c'est peut-être la post-histoire, je sais pas, la préhistoire, moi j'aime bien. Parce que tout est possible. C'est la seconde, c'est chauvé. Tout est possible. Mais la post-histoire, elle est fermée, elle est ridiculement étroite, et il y a tellement de... La post-histoire, c'est pas d'histoire. Il y a du storytelling, la communication, le marketing. Antoine. Mais je voulais juste dire sur qu'a pu, en tout cas, l'Heroic Land, ça a été dit, mais c'est déplacé pour proposer une forme, parce que je pense que c'est très important que le film soit justement ait choisi une forme, ce que ne fait pas le journal télévisé ou le média de base quand il va dans la jungle. C'est le premier geste, hein, de choisir une forme, c'est-à-dire de se décaler par rapport à ce qu'on vous demande. Voilà, vous faites autre chose en choisissant une forme. La forme, ça prend le temps, ça prend effectivement l'idée que le cadrage peut être partagé, tout ça. Et donc ce choix formel, il est je pense, essentiel, il est premier. Et ensuite, ce que la forme montre, c'est, moi je comparais ça avec une forme de pensée sauvage, c'est-à-dire que voilà, Lévi-Strauss tout d'un coup dit on étudie un petit morceau de monde comme ça sur lequel on a des idées, en général, voilà, c'est pour en quelque sorte assigner une place à ce monde. Et là, tout d'un coup, ce monde, il revient vers vous et il vous apprend des choses, quoi. Il réinvente un monde qui n'est pas dans le sens de ce qu'on attend, et qui vous renseigne, qui vous enseigne. Et donc cette pensée sauvage nous enseigne, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est le monde du futur, il est là, et c'est une sorte d'invention, on dirait d'invention du quotidien permanente, ils sont dans un réel tellement fort, qui est devant nous, qui est dans l'avenir, enfin qui est dans notre, parce que nous il y a une espèce de mur autour de ce qu'on appelle la démocratie, disons en France, quoi. Il y a un mur, l'Europe, il y a un mur, et on fait tout pour empêcher le réel de rentrer. Et or que le réel, que ce soit par le climat, par l'immigration, par les guerres, par beaucoup de choses, par des révoltes, tu sais,
ne peuvent pas rentrer. Donc on est dans un temps arrêté en France, on est dans un temps un peu complètement une espèce de présent. C'est le confinement. Immobile, c'est un pays confiné. Voilà, Bien longtemps. oui, c'est confiné. Et Avant, donc, ça s'appelait l'occupation. C'est honteux. Et du coup, c'est ce réel qui rentre. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça vient du futur, parce que nous, on est bloqués, quoi. On est complètement paralysés oui, on est confinés. C'est une très bonne remarque. Alors moi j'avais une question aussi pour qui concerne peut-être plus le coffret, hein, qui propose une sorte de saut entre des époques différentes, hein, puisqu'il commence à Paria, la blessure, Low Life, et puis il va jusqu'à l'Heroic Land. Il va même un peu plus loin avec d'autres films, hein. C'est intéressant, sur les 8 DVD, il y a 10 films, il y a ces 4, je dirais, piliers un petit peu, et il y a aussi, ça rend compte aussi de tout cette activité de l'atelier de Fécamp, hein, aussi. Et donc je me demandais ce que ça dit, hein, ce passage entre deux moments, deux manières de travailler. Est-ce que c'est simplement une volonté éditoriale, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose ça dit quelque chose de peut-être plus profond? Bon, c'est révélateur de quelque chose. Bon, s'il n'y a pas la question humaine, c'est parce que les droits de la question humaine, c'est pas Shellac qui les a. Voilà, et c'est dommage, parce que ça aurait été beau qu'il y ait la question humaine. D'autant plus que dans le DVD de... Ah mais non, dans le DVD de Low Life, il y a le film d'Elena, notre fille, sur notre travail qui s'appelle Les Amants Cinéma, mais qui est dans le DVD de Low Life. Elisabeth et moi, depuis 2000, on fait toute une série de films qu'on appelle les dialogues clandestins, qui sont des films-conférences sur les films, avec pas de production, caméra, avec la petite caméra, et qui sont des croquis, des carnets, des tentatives d'aller vers le film qui vient, le film d'après. Et donc c'est des préparations, et au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus à l'aise. Au début on disait il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, on va juste faire des choses. Mais au fur et à mesure ces films sont devenus de plus en plus importants pour nous, et sont devenus comme Saxifrage, qui est présent là, Saxifrage 4 nuits blanches, mais il y en a d'autres. Donc l'idée avec Shellac, c'était de produire, de mélanger entre les films, les dialogues clandestins, parce que l'Heroic Land, c'était au départ un dialogue clandestin. On l'a fait de la même manière, sauf qu'il est devenu très public, quoi. Et Saxifrage a été monté au cinéma du réel. Mata Atlantica au FID, qui est un film qu'on a tourné à Sao Paulo, comme ça, grâce à quelques rencontres. Ça faisait longtemps qu'on voulait tourner à Sao Paulo. D'ailleurs, dans Nous disons Abolition, toute la fin du film est tournée à Sao Paulo quelques années après. Donc c'est vrai, c'est un peu un cinéma monde, quoi. Il y a quelque chose dans notre cinéma qui, je crois, est transcontinental. C'est un peu ce que transatlantique, ouais. Et qui circule à travers le monde. Voilà, et le coffret quelque part reflète quelque chose de ça, sans être un objet fait parce qu'il y a très peu d'argent. Donc il a repris les DVD qu'il avait et a ajouté celui de l'Heroic Land qui est neuf, qui est le nouveau, quoi. Mais on aurait pu imaginer un coffret plus précis, où il y a un travail, mais ça aurait voulu dire financer vraiment un travail sur, voilà, ça sera peut-être à venir un jour si besoin, parce qu'on continue à faire des films et que Nous disons Révolution, déjà, je pense que dans le DVD de Nous disons Révolution, il y aura sans doute le film qu'on termine là, qui s'appelle Chant pour la ville enfouie, qui est un film qu'on a tourné sur les ruines de la jungle, dont Elisabeth, qu'on a tourné, et qui revient sur la destruction. Parce que dans l'Heroic Land, la destruction est très elliptique. On voit la destruction en 3-4 plans, c'est terminé.
Alors que dans Chant pour la ville enfouie, on voit d'un côté ce que la jungle est devenue aujourd'hui, avec une sorte de remodelage du paysage, où il n'y a pas d'être humain, où c'est des collines artificielles avec des fleurs qui ont été plantées pour faire croire, pour faire complètement disparaître les traces de ce que c'était. Donc on dirait un tombeau. Donc ce tombeau, on sent la ville enfouie qui est en dessous. Et la ville enfouie, c'est les archives de la destruction. Et donc on a vraiment là fait un film 40 minutes qui montre la destruction. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la destruction est venue interrompre brutalement la vie quotidienne? Comment elle tombe quasiment du ciel comme un bombardement? C'est un film d'une grande violence parce que la destruction l'est, quoi. Et qui sera sans doute dans le DVD de Nous disons Révolution, mais qui n'était pas fini pour celui. Je pensais à Vincennes, cette volonté de raser comme ça la mémoire, l'espace, très concrètement. Mais la géographie, c'est l'histoire dans l'espace. C'est ça que peut le cinéma d'ailleurs, c'est de faire de la géographie, faire de la topographie. Et il y a un projet, alors je sais pas, peut-être que je peux en parler, où il en est, je crois que ça s'appelait Archipel, de faire de la géographie précisément, de suivre là où sont ces migrants, ces réfugiés qui ne peuvent plus être dans la jungle, de suivre ça. Vous en êtes où de ce projet? Oui, alors c'est Archipel. Ouais. L'archipel s'ouvrirait sur Chant pour la ville enfouie. Ce serait pour moi le prologue. Et la deuxième partie, c'est Le monde est plein d'amis. Ça s'appellerait Le monde est plein d'amis. Et c'est effectivement, nous sommes allés à la rencontre des personnes qui ont été chassées dans la forêt. Donc, parce qu'au départ, ils sont partis en car à travers toute la France. Ils ont été dispersés, mais beaucoup sont revenus, ou beaucoup n'ont pas voulu partir, mais sont allés se réfugier dans la forêt. Et donc, ce film sur nos amis, ce sont les personnes qui sont dans la forêt après la destruction. Donc, il y a une première partie qui est retrouver des personnes dans la jungle. Donc, ce sont aussi des archives qu'on n'a pas montrées. Des archives qui ne sont ni dans les Rickland, ni dans la ville enfouie, et qui sont des choses, des rencontres beaucoup plus intimes avec des personnes dans la jungle. Donc il va y avoir ces rencontres-là, un des personnages, hein, et ensuite des rencontres avec les personnes qui sont actuellement, là on les a pas revues depuis un certain temps, mais qui sont dans la forêt et qui tentent toujours la traversée vers l'Angleterre. Et puis il y a un élément qui est arrivé il y a à peu près 6 mois, il me semble, où la forêt dans laquelle ils étaient cachés, la ville a décidé de la raser. Donc voilà, comment la géographie des lieux se transforme. Effectivement, d'abord la ville disparaît, un tombeau et des collines artificielles sont mises là, les gens continuent à raser la forêt. Donc voilà, donc la dernière partie de Le monde est plein d'ennemis, c'est cette forêt qui est rasée. Et après, il y a... Alors, normalement, après, il y a une troisième partie. Bon, le titre n'est pas défini, mais qui se passe en 2040 au même endroit. Ah, celui-là, par contre, Le monde est plein d'amis est écrit. Oui, c'est parce que tu en parles comme d'un documentaire, alors que c'est un film qui sera plutôt un film de fiction. Voilà. Mais j'en parle de façon documentaire parce qu'avant de l'écrire, nous y sommes allés. De toute manière, la question de la fiction, elle vient toujours après le documentaire. Voilà. Elle ne peut pas venir avant. On se dit, on va faire un film de fiction, qu'est-ce qu'on écrit? Je sais pas, c'est compliqué. Donc le documentaire, c'est la base, quoi. C'est l'écriture cinématographique, c'est le documentaire. Et après la fiction, peut-être qu'il y en a, mais peut-être pas. Mais si on décide que ça soit de la fiction et qu'on met la mise en scène, la lumière, tout ça, ça fige, quoi. Il faut voir comment la fiction surgit. Donc la question de 2040, elle est intéressante parce que c'est chercher une forme pour cette dystopie où évidemment tous les gens de Calais sont en train de foutre le camp parce qu'il y a des pandémies, parce qu'il n'y a pas d'eau, et tous les migrants se retrouvent à Calais parce qu'ils rêvent ils ont entendu parler d'un archipel au large de l'océan, près du Groenland, et ils veulent y arriver, quoi.
Et donc ils sont, bon, enfin bon, c'est en plein travail ça, et voilà. c'est quelque chose, je sais pas, quelque chose à déplacer totalement notre cinéma, puis c'est tout, c'est pas. Je voulais dire une autre chose aussi, c'est que on a eu on parlait tout à l'heure quand il y a eu toutes ces bon, les talons rouges, cérémonies, etc. Bon, les talons rouges ont effectivement été ensuite un livre que tu as fait, que tu as publié, et puis, mais au niveau du scénario, au niveau du film, ça s'est effondré. Il y avait un scénario sur lequel je travaillais, c'est Cérémonie, et moi je ne considère jamais un travail comme fini. C'est-à-dire que même si l'objet était de faire un film, ce n'est pas parce qu'il n'a pas abouti. Si ce travail de recherche que j'ai fait pendant 3 ou 4 ans n'a pas abouti à un film, à peu près un mois, où j'ai amené là-bas un certain nombre de fragments de ce travail, et je l'aurais lu quand je suis arrivée. Ça part d'une nouvelle de Faulkner, Les Feuilles Rouges, sur l'histoire d'un esclave qui s'échappe, et je leur ai dit, voilà, j'ai fait un travail, je n'ai que des fragments. Est-ce que ça vous intéresse de travailler autour de cette histoire d'un esclave qui essaye de se sauver et qui va, parce que quand un maître meurt, il doit être enterré avec son esclave, et l'esclave, quand il sait que le maître est mort, essaye de prendre la fuite. Ils ont été extrêmement intéressés de travailler sur ce thème, et voilà, donc ça a donné aussi un film au départ. Au départ, c'est un film qui est entier, et on l'a démonté, on l'a complètement cassé pour qu'il apparaisse dans Nous disons Révolution. Un certain nombre de fragments. Bon, c'est là, moi j'aime beaucoup aussi le travail, comment il peut prendre des formes différentes, trouver d'autres choses, parce que évidemment on a trouvé là-bas au Congo plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées autour de ce thème, hein, notamment la danse, notamment le petit film muet, notamment tout le récit de cet homme qu'il fait de sa propre histoire. Je veux dire, ça c'est des événements qui aussi, pour moi, c'est très important dans les films qu'on fait, c'est de ne pas fermer, par exemple, à nos amis. Le Monde est plein d'amis, qui a eu l'aide à l'écriture, donc j'ai pu terminer le scénario, ce qui est formidable, par le CNC, et totalement, là il va être déposé au CNC aussi pour avoir le financement de la production. Mais si jamais ce film n'obtenait pas, il va poursuivre son chemin. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille mettre à la poubelle un travail, ou bien que... Voilà, parce que ce travail-là est déjà en travail dans le cinéma. C'est pas parce qu'il y a déjà beaucoup de choses de tourner par rapport à ce film. Donc voilà, il faut le poursuivre. C'est quelque chose, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà. Ouais. Par exemple, tu parlais de Faulkner dans la partie africaine, la partie africaine, Révolution, à Barcelone, parce que la deuxième partie du film se passe à Barcelone. Il y avait une phrase, bon, c'est concret, hein, c'est du tournage, etc. Mais l'idée comme ça que chez Lynch, Hollywood, c'est le cauchemar des mythologies américaines. On se disait, à Barcelone, la colonisation, c'est le film d'horreur de l'Europe. Donc on était constamment habité par cette idée, la colonisation c'est le film d'horreur de l'Europe, et on a filmé avec ça dans la tête. Donc en improvisant, il y avait des choses improvisées, il y avait des choses écrites, et voilà comment peu à peu, mais tu ne peux pas chercher un financement ou un scénario en expliquant on veut tourner à Barcelone, sur cette idée-là que la colonisation, c'est le film d'horreur de l'Europe. Ça ne suffit pas, or que c'était l'idée maîtresse, et c'est ça qui nous a donné l'énergie de chercher, parce que du coup, ça génère un certain rapport au lieu, à la lumière, aux gens qu'on filme, la lumière existante, hein, bien entendu, parce que nous, on n'avait pas du tout envie de rajouter quoi que ce soit, quoi, mais dans la lumière du film, on a vraiment découvert des choses passionnantes dans ce film qui est malheureusement pas encore sorti, ni en DVD, mais ça va venir. Donc on parle d'un film que personne n'a vu ou très peu de gens ont vu. Et voilà, c'est bête. Alors,
Bah, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, Oui. on va pas s'intéresser à ça, mais j'ai une dernière question quand même qui me titille, deux dernières questions. Par rapport aux personnes que vous filmez, pour revenir à des choses très prosaïques presque, et connaissant un peu l'Afrique et les rapports humains qu'il peut y avoir, mais est-ce qu'il y a eu des liens, des ambiguïtés, des malentendus, un rapport aussi humainement avec l'argent? Quelqu'un qui est filmé aussi sait qu'il est filmé et il y a quand même un rapport, comment dire, une tractation humaine aussi qui se passe aussi. C'est pas seulement de la gratuité, de quelque chose. Je pense que vous avez dû être confronté à ça forcément. En fait, comment est-ce que vous négociez très ça? Très simplement, en fait, on a été invité par Dieudonné Nyanguna, qui était un metteur en scène de théâtre, qui était, quand on faisait le film ensemble, sur Avignon, que tu dois avoir un DVD d'ailleurs, qui s'appelle Le vent souffle dans la cour d'honneur. On nous avait proposé de faire un film sur Festival Avignon. L'artiste associé de cette année-là, c'est Dieudonné Nyanguna et Stanislas Nordet. Et on est parti à Brazzaville filmer Dieudonné, Nyanguna et Nordet d'ailleurs. Mais bon, moi, la rencontre avec Nyanguna était ultra forte. C'est là qu'on a rencontré De La Vallée, le danseur qui danse à la fin de l'Heroicland et qui danse dans Nous disons Révolution. Et qu'il s'est passé une espèce d'explosion nucléaire, parce que c'est impossible d'être à Brazzaville avec Dido, Dieudonné et De La Vallée sans que tout prenne feu, quoi. C'est des gens tellement forts, et ils nous ont dit, vous venez l'année prochaine, on fait un atelier, j'organise tout avec le centre, l'Institut français, avec le festival dont ils s'occupaient, donc on était invités, et tout était très simple. Et donc, De La Vallée qui dansait, bon, ben, il savait qu'on avait parlé du thème. Il n'y avait pas du tout d'argent, c'était quelque chose de... Voilà, on ne savait même pas que ça ferait un film, quoi. Alors après, on a tenu au courant. Mais nous non etc. plus, nous n'étions pas payés. Mais c'est la question. Nous non plus, nous n'étions pas Ce payés. sont les situations. Ouais, c'est pour ça que dans la partie, la deuxième course, parce que le film, Nous disons Révolution, qui commence à Brazzaville avec cette première partie, en fait, c'est 4 courses d'esclaves, de fuite. La première course, ça s'appelle Les Feuilles Rouges, parce que c'est inspiré de Faulkner. La deuxième, c'est T'es filmé, t'es vendu. Parce qu'à Barcelone, justement, on a rencontré un jeune homme sur le port qui vendait des lunettes de soleil et la nuit. Et puis, dès qu'on a commencé à discuter, on voulait filmer avec lui. Et puis, la police est arrivée pour chasser tout le monde. Il a foutu ses lunettes à la flotte. Il est parti en courant, mais il est revenu. Et on a discuté. Est-ce que tu es d'accord pour tourner, etc. Là, on s'est mis d'accord sur l'argent, qui était très, très simple. Il était super content. Et puis après, on allait voir ses amis. Il y a une séquence avec ses amis qui sont là, qui étaient totalement improvisés, où il y a un mec qui lui dit t'es filmé, t'es vendu. Donc voilà, t'es filmé, t'es vendu. C'est quelqu'un qui te dit je vais te filmer, c'est qui t'a déjà vendu. Tu vois, donc cette discussion-là, on l'a eue avec lui, mais sans... voilà, on avait un peu d'argent, nous on était très peu payés, il n'y avait pas de production en fait. Tu vois, c'est vraiment le truc de la main à la main, quoi. Non, mais ce sont vraies questions. Non, mais c'est bien sûr. De cinéma. Bah, quand on a fait la blessure, tous les gens qui tournaient dans les personnes, comment ça s'appelait à l'époque, Sans-abri, hein? Non, c'est même pas les demandeurs d'asile, c'était autre chose, des gens qui étaient virés, quoi, qui ne pouvaient plus rester en France, qui tournaient avec nous. On avait, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. L'avocat. Comment il s'appelle, oui. On avait organisé tout un système avec des avocats pour pouvoir justement, c'est avec l'ANAFE, avec la CIMAD, pour pouvoir, grâce aux avocats, trouver des systèmes pour les payer au noir, mais en même temps qu'ils soient protégés parce que justement on leur avait proposé de jouer dans un film, et si on l'a proposé à eux, c'est que c'était pas d'autres qui pouvaient le faire, donc c'était eux qui devaient le faire, donc on a fait des tas de dossiers, et on a organisé le tournage, comme ça tout le monde était payé sur ces principes-là, d'où la possibilité aussi de filmer dans la rue des gens qui n'ont pas le droit d'être là, et dans le métro, parce que là ils étaient protégés pendant qu'on tournait, et on avait même organisé une crèche pour les enfants, etc. Donc en fait, parce qu'on tournait dans une usine désaffectée, ce qui fait qu'il y avait cantine, crèche, ils amenaient les enfants, c'était un joyeux, c'était une jungle, quoi. C'était un petit village. Un petit village, ouais.
Mais c'est des questions évidentes. Sur Paria aussi, ces questions-là sont fondamentales parce que si tu veux. D'ailleurs, le premier producteur de Paria, qui est ce film qu'on a tourné beaucoup avec des gens qui vivent dans la rue, film de fiction, répété avec eux, travailler avec eux. Quand on faisait des séances de repérage avec la chef-op et le producteur, qui était à l'époque Agathe Film, le producteur, après on lui a dit il faut que tu viennes dans le bus pour voir comment ça se passe, les gens qu'on va filmer, etc. Il était blanc, il s'appelait d'ailleurs Nicolas Blanc. et il était le lendemain, moi j'ai assisté à une scène, il y a quelqu'un qui lui a dit, un des clochards qui lui a dit, parce qu'il ramasse des clochards partout dans Paris, dans le métro, etc., pour les emmener dans les hôtels. Et un des clochards lui dit, a remarqué qu'il n'avait pas de chaussettes dans ses chaussures et lui a dit tu dors où toi ce soir? Parce que lui il avait des mocassins un peu comme ça, mais c'est très chic de ne pas avoir de chaussettes quand ses mocassins l'été. Et donc ça l'a complètement traumatisé. Le lendemain il m'a appelé en disant moi j'arrête le film, je ne sais pas faire, je ne sais pas payer ces gens, je ne comprends pas comment on peut travailler avec des gens comme ça, etc. Donc on a perdu la production, Agathe, à cause du réel. Et ensuite on a fait le film Paria, quoi, mais au début ils ont lâché, quoi. Donc c'est des questions qui concernent à la fois évidemment les personnes que l'on va tourner, avec qui on va tourner, mais aussi la production qui doit eux se définir par rapport à comment l'argent peut circuler. Tu vois, et s'il dit je ne sais pas payer ces gens, je ne sais pas comment payer ces gens, est-ce qu'ils vont revenir le lendemain, etc. Tu vois, ça pose... Non, mais pour moi, ce sont de vraies questions de production, ce sont des questions de cinéma, évidemment. Et bien sur sûr, les c'est sujets, lié. et sur les sujets dont vous en parlez, c'est évident. C'est lié. On va s'arrêter là, Oui. parce que... Mais voilà, donc merci. Voilà, non, mais et puis on continuera ça de manière plus informelle au demain. Merci Elisabeth, merci Nicolas, Antoine, merci, Sad, merci à vous.